La mémoire à long terme fonctionne comme une immense bibliothèque intérieure où tu ranges tout ce que tu vises et apprends au fil du temps. Tu y stockes aussi bien tes souvenirs d'enfance que les compétences que tu maîtrises, comme faire du vélo, jouer d'un instrument ou taper au clavier sans regarder. Cette mémoire, elle se divise en deux grandes formes complémentaires, la mémoire explicite et la mémoire implicite, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Quand tu apprends à conduire, par exemple, tu vas d'abord mémoriser consciemment les règles du code de la route et les étapes pour démarrer, passer les vitesses ou freiner. Et puis avec la pratique, une partie de ces connaissances va s'automatiser et tu n'auras plus besoin d'y penser à chaque seconde, ce qui illustre bien la coopération entre mémoire explicite et mémoire implicite. La mémoire explicite, qu'on appelle aussi mémoire déclarative, elle correspond à tout ce que tu peux évoquer volontairement et formuler avec des mots. Elle suppose un effort conscient de récupération, c'est-à-dire que tu sais que tu es en train de te souvenir de quelque chose et tu peux l'expliquer à quelqu'un. Cette mémoire, elle se divise en mémoire épisodique et en mémoire sémantique, qui ne portent pas sur le même type de contenu. Si tu repenses à ton dernier examen, au stress que tu as ressenti, à la salle dans laquelle tu étais et aux personnes assises à côté de toi, tu vas faire appel à ta mémoire explicite. Tu peux raconter cet épisode, le situer dans le temps et dans l'espace et le partager avec un ami, ce qui montre bien le caractère conscient et verbalisable de ce type de mémoire. La mémoire épisodique, elle, correspond à la mémoire de tes expériences personnelles et des événements précis que tu as vécus. Elle va inclure toujours un contexte, c'est-à-dire un moment et un lieu. Et puis, souvent des émotions associées, ce qui lui donne un caractère très subjectif. Quand tu utilises ta mémoire épisodique, tu revis mentalement une scène de ta vie, comme si tu feuilletais un journal intime mental. Si tu te souviens de ton dernier anniversaire, de qui était présent, du gâteau, de la musique et de l'endroit où tu te trouvais, tu mobilises ta mémoire épisodique. Tu peux te rappeler l'heure approximative, la saison, peut-être même l'odeur de la pièce ou la couleur des décorations. Et c'est ça qui montre à quel point cette mémoire est liée au contexte. La mémoire sémantique, elle, concerne ton savoir sur le monde, c'est-à-dire les faits, les concepts et les connaissances générales que tu possèdes. Elle ne dépend pas de la situation précise dans laquelle tu as appris l'information. Tu peux très bien ne plus te souvenir du moment où tu l'as apprise. Ce type de mémoire, elle te permet de comprendre le langage, les notions scolaires, les règles sociales et les informations culturelles. Quand tu sais que Paris, c'est la capitale de la France, tu fais appel à ta mémoire sémantique sans forcément te rappeler qui te l'a dit la première fois, ni à quel âge tu l'as appris. De la même manière, quand tu connais la définition d'un concept psychologique ou la formule d'une loi en physique, tu utilises cette mémoire de connaissance générale indépendamment de ton vécu personnel. La mémoire implicite ou mémoire non déclarative, elle fonctionne de manière inconsciente et elle ne se traduit pas par des souvenirs que tu peux raconter. Elle se manifeste plutôt par une amélioration de tes performances ou de tes réactions grâce à des expériences antérieures, même si tu n'as pas conscience de les utiliser. Tu peux pas facilement la verbaliser, mais elle influence fortement ton comportement et tes automatismes. Quand tu te surprends à taper ton mot de passe très rapidement sur un clavier sans réfléchir à chaque lettre, tu mobilises ta mémoire implicite. Tu n'es pas en train de réciter consciemment la suite de caractères, mais ton corps et ton système cognitif ont intégré la séquence grâce à la répétition, ce qui illustre bien ce fonctionnement qui n'est pas conscient. L'apprentissage procédural, c'est une forme de mémoire implicite qui concerne les compétences motrices, les savoir-faire et les habitudes que tu développes avec la pratique. Une fois ces procédures bien installées, tu peux les exécuter sans avoir besoin de réfléchir à chaque étape, ce qui libère des ressources mentales pour d'autres tâches. Cette mémoire, elle est très stable dans le temps et elle résiste souvent mieux à certains troubles de la mémoire. Quand tu as appris à nager au début, tu devais penser à la respiration, au mouvement de bras et des jambes et à la coordination de l'ensemble.
Et puis à force d'entraînement, tu finis par nager sans devoir analyser consciemment chaque geste, ce qui montre que la compétence est passée dans la mémoire procédurale. Le priming ou l'amorçage, un phénomène de mémoire implicite où l'exposition préalable à un stimulus modifie ta réponse à un stimulus suivant. T'as pas forcément conscience de ce lien, mais ton système cognitif a été préparé, ce qui rend certains traitements plus rapides ou plus faciles. Ce mécanisme y joue un rôle important dans la perception, le langage et la prise de décision. Si tu viens de voir le mot jaune et qu'ensuite on te présente le mot banane, tu vas le reconnaître plus vite que si tu n'avais pas été exposé au mot jaune juste avant. Tu n'as pas besoin de dire consciemment jaune me fait penser à une banane. Et ton système de traitement de l'information a été discrètement orienté par le premier mot. La récupération des informations en mémoire à long terme, c'est pas automatique. Cette récupération, elle dépend de plusieurs facteurs qui peuvent soit t'aider, soit te gêner. Parfois, tu as l'impression qu'un souvenir a disparu alors qu'il est simplement difficile à atteindre à ce moment-là. Certains éléments internes, comme ton humeur, ou externes, comme la position d'une information dans une liste, vont influencer fortement ta capacité à te rappeler. Quand tu cherches le nom d'un acteur que tu connais très bien, mais qui te reste sur le bout de la langue, tu expérimentes un échec temporaire de récupération. L'information, elle est stockée, mais les indices dont tu disposes ne suffisent pas à la faire remonter, ce qui montre que la récupération, c'est un processus à part entière. La congruence de l'humeur, elle désigne la tendance qu'on a tous à nous rappeler plus facilement des informations ou des événements qui sont en accord avec notre état émotionnel du moment. Ton humeur actuelle agit comme un filtre qui sélectionne certains souvenirs plutôt que d'autres. Ça peut renforcer des spirales émotionnelles positives ou négatives selon le type de souvenir qui remonte. Si tu es particulièrement joyeux, tu vas plus facilement repenser à des moments agréables, comme des vacances réussies ou une soirée entre amis. A l'inverse, si tu es triste, tu risques de te souvenir surtout des situations douloureuses ou d'échecs passés, ce qui va illustrer cette congruence entre humeur présente et souvenirs rappelés. L'effet de position sérielle correspond quant à elle au fait que, dans une liste d'éléments, tu te souviens généralement mieux des premiers et des derniers que ceux du milieu. Les premiers bénéficient d'un effet de primauté, car tu as plus de temps pour les encoder en mémoire à long terme. Les derniers profitent d'un effet de récence, parce qu'ils sont encore frais dans ta mémoire à court terme au moment où tu dois les rappeler. Donc si tu apprends une liste de mots pour un exercice et qu'on te demande ensuite de les redire, eh bien tu remarqueras souvent que tu te rappelles surtout des premiers de la liste et des tout derniers. Les éléments du milieu te paraîtront plus flous ou plus faciles à oublier, ce qui montre cet effet de position sérielle. L'oubli ne veut pas forcément dire que l'information a été effacée de ta mémoire. Il s'agit souvent d'un échec de récupération. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi tu n'arrives plus à retrouver certains souvenirs en mettant en avant l'interférence entre information, le déclin au fil du temps ou encore reconstruction inexacte des souvenirs. La mémoire, c'est pas un enregistrement parfait, c'est un enregistrement dynamique et parfois déformé. Quand tu confonds deux chapitres d'un même cours ou deux films que tu as vus à des moments proches, tu expérimentes un phénomène d'interférence où les informations similaires se gênent mutuellement. Et quand tu racontes un souvenir d'enfance qui a été modifié par ce que tes proches t'ont répété, eh bien tu illustres ici la reconstruction erronée des souvenirs qui peut donner l'impression d'un oubli partiel ou d'une transformation. Les troubles de la mémoire peuvent aussi bouleverser profondément la vie quotidienne parce qu'ils touchent à l'identité, à l'autonomie et aux relations sociales. Ils ne se limitent pas à de simples trous de mémoire, mais peuvent affecter la capacité à apprendre, à se rappeler le passé ou à s'orienter dans le présent. Malgré leur gravité potentielle, il existe des moyens de les prendre en charge et de les atténuer grâce à des stratégies adaptées. Si tu as déjà accompagné une personne âgée qui ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait la veille ou qui répétait plusieurs fois la même question, tu as pu mesurer concrètement l'impact de ces troubles. Tu as peut-être aussi remarqué que malgré ces difficultés, certaines habitudes ou souvenirs anciens restaient étonnamment préservés, ce qui montre la complexité du fonctionnement mnésique. L'amnésie, elle désigne une altération importante de la mémoire qui est souvent liée à un événement particulier, comme un traumatisme crânien, une maladie ou un choc émotionnel.
Elle peut toucher la capacité à former de nouveaux souvenirs ou à récupérer des souvenirs anciens selon sa forme. Ces perturbations, elles veulent pas dire que toute la mémoire est détruite, mais qu'une partie de son fonctionnement est gravement perturbée. Dans le cas d'une amnésie antérograde, la personne a du mal à créer de nouveaux souvenirs après l'événement qui a déclenché l'amnésie. Elle peut se rappeler sa vie d'avant, mais oublie rapidement ce qui vient de se passer, comme une visite, une conversation ou un repas, qui rend son quotidien très difficile à organiser. L'amnésie rétrograde, elle, se caractérise par une difficulté à se souvenir des événements survenus avant l'événement responsable de l'amnésie. La personne peut ne plus se rappeler une période entière de sa vie passée, tout en étant capable de mémoriser de nouvelles informations après le traumatisme. Tu peux imaginer quelqu'un qui ne se souvient plus de son accident, ni des mois qui l'ont précédé, mais qui retient son problème, ce qu'on lui dit aujourd'hui. La démence, dont la maladie d'Alzheimer est un exemple très connu, touche la mémoire, mais aussi la pensée, le raisonnement et le comportement social. Elle se manifeste par une dégradation progressive des capacités mnésiques et d'autres fonctions cognitives, ce qui affecte l'autonomie et la vie relationnelle. Les personnes atteintes peuvent avoir des difficultés à se rappeler des informations récentes, à planifier des actions ou à reconnaître des personnes familières. Si tu as déjà vu un proche atteint de maladie d'Alzheimer, demander plusieurs fois dans la même heure quel jour on est, ou se perdre dans un quartier qu'il connaissait bien, eh bien, ça veut dire que tu as observé concrètement les effets de cette détérioration. Tu peux aussi remarquer que certaines compétences anciennes, comme chanter une chanson apprise dans la jeunesse, restent parfois étonnamment intactes, ce qui montre quand même que toutes les formes de mémoire ne sont pas touchées de la même manière. Face aux troubles de la mémoire, différentes stratégies de réhabilitation vont pouvoir être mises en place pour aider la personne à maintenir ou à améliorer ses capacités. L'objectif, c'est pas seulement de compenser les pertes, mais aussi de stimuler ce qui fonctionne encore, en s'appuyant sur les forces de la personne. Ces approches peuvent combiner des exercices cognitifs, des outils concrets et une organisation adaptée de l'environnement. La thérapie cognitive, elle propose des exercices spécifiquement conçus pour solliciter la mémoire et d'autres fonctions cognitives, comme l'attention ou le langage. Tu peux imaginer des séances où la personne doit se rappeler des listes courtes, raconter des événements récents ou résoudre des petits problèmes, afin d'entraîner son cerveau de manière structurée. Les aides mémotechniques, elles consistent à utiliser des stratégies pour faciliter l'encodage et la récupération des informations, comme des acronymes, des phrases repères ou des petites histoires. Par exemple, pour retenir une liste de concepts, tu peux inventer une phrase où chaque mot commence par la première lettre de chaque concept, ce qui rend le rappel plus facile et plus rapide. L'aménagement d'un environnement structuré va viser à organiser le cadre de vie pour limiter la confusion et soutenir la mémoire du quotidien. Tu peux imaginer un logement où les objets importants sont toujours au même endroit, avec des étiquettes sur les portes, un calendrier bien visible et des routines fixes qui aident la personne à se repérer et à retrouver plus facilement les informations dont elle a besoin.